Bonjour, bonsoir, mais dites-moi, cela fait longtemps que l'on ne s'est pas vu, ou que l'on ne s'est pas parlé, ou que vous ne m'avez pas écouté, pour être plus exact. Et tout cela est dû au fait que je n'avais pas mon micro lors de ces vacances, et nous allons en reparler. Ces vacances ont pourtant été largement productives, n'est-ce pas? J'ai bien noté également ce que racontait le Raptor lors de sa dernière ou lors de son avant-dernière émission. Pas de querelle de chapelle et effectivement, nous n'avons rien à voir dans ce que nous vous prêchons dans le creux de vos petites oreilles bien attentives, puisque vous êtes capable d'attention et que votre attention n'est pas limitée, comme le montraient certaines études et comme le disait Julien Rochdy dans l'un de ses ouvrages, je ne sais plus lequel. Votre attention n'est pas limitée à 9 secondes et vous êtes capable d'écouter des podcasts, des émissions de plusieurs heures, d'en retirer quelque chose pour vos vies personnelles, familiales, votre cercle personnel sur lequel vous pouvez avoir des leviers, qui est celui de très loin le plus important. Donc, pas de querelle de chapelle, nous n'avons rien à voir avec cette droite névrosée, malade et décadente. En effet. Petit point sur les impôts très rapide. Je trouve plus que regrettable qu'aujourd'hui les impôts soient en grande partie cachés, ce qui entraîne là encore des querelles, non pas de chapelle, mais des querelles tout court, puisque d'aucuns pensent que nous ne payons pas assez d'impôts. Petit rappel, même je suis désolé pour le terme dépréciatif, les smicards payent plus de 50% d'impôts et ne parlons même pas des micro-entrepreneurs puisque l'on ne dit plus auto-entrepreneur comme l'on disait à mon époque du temps jadis, à l'époque où je n'étais pas un prof puisque je vous ai dit que je n'ai pas toujours été enseignant dans ma vie, donc il serait bon que les Français soient au courant de ce qu'on leur propose et que les Français s'intéressent aussi à leur vie réelle pour qu'ils soient au courant de ce qu'ils subissent, même si je sais que j'ai dit de se couper des news, mais il y a quand même des choses dont il faut être au courant et dont il est bon de ne pas être totalement ignorant. Trop à droite, trop à gauche, nous sommes surtout dans ce pays pas suffisamment chrétien, nous allons encore en reparler, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, ni tout à fait suffisamment au courant de l'histoire de France qu'il ne faut pas hésiter à mythifier légèrement, mais en tout cas déjà à connaître, non pas sur le bout des doigts, mais à minima dans les grandes lignes, pour connaître ce que cela implique sur nos comportements et la connaissance du monde français, du pays français plutôt. Mes livres du moment, puisque j'ai encore refait ma bibliothèque qui est emplie de livres pour environ 3 vies. Alors, dans les livres du moment que vous aurez un jour résumé, j'ai un bouquin conseillé par Monsieur Idriss Aberkan, The Qasida of... Je ne vais même pas essayer de vous prononcer le nom suivant. Un livre de Sir Richard Burton qu'il considère comme le meilleur romancier du monde. Donc j'ai très hâte de découvrir ce livre. C'est un tout petit bouquin, je vais voir ça. Un autre livre conseillé par lui de Idriss Shah qui s'appelle Karakouche. Et là, c'est un gros morceau. Donc je m'y attaquerai un peu plus tard. Des livres sur l'esprit du samouraï, car en ce moment j'ai un délire katana. Je m'entraîne à la boxe, vous le savez grâce à mon logo, mais également au katana à minima une fois par semaine, pour être capable de trancher, non pas des têtes bien sûr, mais des briques, et pouvoir construire des maisons, et être capable d'être un bâtisseur, n'est-ce pas? L'ouvrage, qu'est-ce que j'ai d'autre en attente? Le Comte de Monte Cristo, puisque j'ai fini les 3 tomes des Mousquetaires. Le Samouraï d'Occident que je ne dise pas de bêtises, de Monsieur Vénère, un homme vénère. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hit de Gilles Lartigot. Et je crois que j'en avais encore d'autres, des livres en attente. Ah oui, bien sûr, La France divisée contre elle-même d'Adrien Abosi, puisque j'ai entendu non seulement le Raptor encore une fois, mais également Papacito en parler. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà, j'espère réussir à me faire tous ces livres-là dans l'année au minimum. Et j'ai vraiment des livres pour plusieurs vies qui m'attendent. Je ne sais plus qui disait qu'il est inconcevable de penser que dans une bibliothèque, on ne doit avoir que des livres que l'on a lus. Non, j'ai des livres pour autant de vies qu'un chat peut en avoir.
Et tant pis si je n'ai pas le temps de les terminer. Ils iront à mes enfants qui continueront, qui perpétueront ce goût pour la lecture que j'ai et qui se travaille. Je reviens encore sur la chanson d'Hercule, mais ne vous inquiétez pas, ça ne prendra qu'une minute, j'ai un débit d'enfer. Donc, les entraîneurs sont, pour la chanson anglaise, Danny DeVito, qui joue le pingouin dans Batman, et Patrick Timsit, pour le français. Ce sont ceux qui jouent Philoctète. Et Patrick Timsit, il joue également Quasimodo dans un film. Donc, ils sont tous les deux très loin d'incarner l'idéal du héros du Kalos Kagatos, mais toutefois, ils sont parfaitement capables d'entraîner Hercule et de représenter celui qui va lui permettre de développer l'ensemble de ses capacités, comme quoi il n'est pas forcément nécessaire lorsque l'on est entraîneur, professeur, éducateur, enseignant, voyez-y ce que vous voulez, d'être impeccable, mais forcément, moi je garde à l'esprit que cela aide si l'on est un modèle soi-même de Kalos Kagatos pour ses élèves, un modèle d'harmonie physique, intellectuelle, voire spirituelle, bien que nous restions bien évidemment des enseignants laïcs, n'est-ce pas? Il est toutefois possible de passer les vertus et valeurs chrétiennes sans forcément l'aborder clairement. Et cela ne peut être qu'absolument positif pour chacun de nos élèves. Il s'agit donc, pour ce cher Philoctète, de façonner un vrai héros. Et comme dans la chanson en français, façonner un vrai héros est un art qui meurt. Il y a autant de mérite pour l'entraîneur, la famille qui a précédé Hercule et qui a transmis ses gènes, puisqu'encore une fois la génétique n'est pas pour rien, et lui a permis d'en arriver là. Vous ne venez pas de nulle part et vous avez, non pas, je déteste cette phrase que l'on voit, vous connaissez peut-être les groupes de tatouages ratés, et à chaque fois on a droit à la sempiternelle. Ah, c'est pas grave si elle a un tatouage de merde, s'il a un tatouage de merde, c'est son corps, il ou elle fait ce qu'il veut de son corps et personne n'a rien à lui redire. Eh ben non, ton corps tu le dois à tes ancêtres, tes gènes tu les tiens de la famille qui t'a précédé, donc non, ton corps ne t'appartient pas entièrement, tu dois des comptes, tu dois rendre des comptes de ce que tu fais de ton corps à ceux qui ont permis que tu en arrives là. Voilà, je vous laisse méditer cette phrase. In English, cette chanson donc chantée par ce grand, enfin non, du coup ce petit, je crois qu'il mesure à peine 1m50, Danny DeVito dit Like painting masterpiece, it's a work of art, ce qui est évidemment un jeu de mots entre art et heart, avec un H aspiré comme les Anglais, et donc évidemment le corps ne suffit pas, je n'arrête pas de le dire, avoir un corps magnifique, c'est fort bien si vous voulez être... encore un clin d'œil à Hercule, champion de Mister Olympia, mais avoir du cœur, avoir des capacités, des connaissances intellectuelles, spirituelles, est tout aussi important. Et il faut des années du cœur, ne pas abandonner, et avoir quelqu'un, son entraîneur, son professeur, ses parents, ses frères, ses sœurs, qui sont présents lorsque l'on est proche d'abandonner, d'où l'importance de la cellule familiale, amicale et sociale, ne pas être un être seul. Donc ne pas être quelqu'un qui reste seul et qui s'enferme dans la solitude. Et je l'avais déjà dit à l'épisode précédent, parfois il faut également un coup de pouce de Dieu pour un prof de droite. Cet hymne est un hymne idéal. Mon dernier espoir, c'est vous. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps bien des protège-dents, des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique, dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Quand je vous disais que j'ai un débit d'enfer, ça ne prendra qu'une minute. Si t'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Prends-moi donc un bretzel que je t'offre avec le plus grand des plaisirs, même si nous entrons en période de carême et que ce bretzel, peut-être que tu dois attendre un peu avant de le manger. Mon ami,
puisque au moment où j'enregistre, nous sommes le mercredi 5 mars et je posterai cette émission pour dimanche, nous serons le 9, si je ne m'abuse. Côté bretzel, je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses, minuscules et dégueulasses que l'on retrouve dans vos apéros. Cette émission durera environ 1 heure et elle est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société saine, disposant d'un corps sain dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée pour une nation éduquée, bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer et de constamment la faire progresser. Voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants, ceci viendra, tout comme le public pour ce podcast. J'ai foi et confiance dans ce que je propose à travers cette émission, qui est, d'un point de vue personnel, un excellent exercice afin de hiérarchiser et ordonner mes pensées pour faire entendre en anonyme, pour le moment du moins, une voix de prof comme vous n'en entendez jamais. Je m'astreins donc à une discipline de pensée, mais pas uniquement, et de transmission, non seulement à mes élèves, mais là non plus pas uniquement, à vous également. Je vous présenterai ici mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, les vertus que je pense être les bonnes et que je pense pouvoir développer avec vous, afin que les parents nous rappelleront, comme à chaque fois, que la famille reste la première éducatrice de notre jeunesse. Les futurs parents, les profs et tout membre de la communauté éducative ou même les curieux et les bons de lettres et les anciens que je salue, sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons les problèmes des enseignants tout en défendant les autres professions valables et vertueuses et en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils sont, parfois aujourd'hui d'autre part. J'ai oublié dans les livres que je suis en train de lire actuellement, je suis tout simplement en train de me faire The Book, c'est-à-dire la Bible, et également Mémoricide de Philippe de Villiers, et je crois qu'il y en avait même encore un autre, mais bon écoutez, voilà, ce sont mes livres pour l'année. Nous rappellerons aux profs la notion de neutralité politique, vous me direz bien sûr que je ne la respecte pas toujours, même loin s'en faut, mais vous êtes des adultes responsables, capables de vous faire vos propres opinions, personne ne vous enjoint, pas même moi, à gober tout ce que j'ai déblatère sans y réfléchir, bien au contraire, j'espère une écoute active, et n'hésitez pas à me faire parvenir vos critiques, et nous pouvons rappeler que critique peut être positive comme négative. Plus encore, lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne de valeurs antinaturelles, ce qui a un nom, manipulation d'esprit en cours de formation. C'est un peu long, aussi long que ce dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais sinon, beaucoup plus simple, beaucoup moins long, pédocriminalité. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante comme des élèves. Retrouvons ensemble valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Voici tous nos combats essentiels, ne cédons pas aux modes et aux pseudo-dictates moraux, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. Je suis désolé si je renifle encore un peu, j'ai du mal à me débarrasser de ce rhume que j'ai attrapé il y a un petit mois. Montrons ensemble la voie, avec un E à la fin, n'est-ce pas, wink wink, à la future génération. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez au cœur de cette émission: promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action. Émission salée sans langue de bois qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme. Ambiant dans notre magnifique pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société. J'ai beaucoup d'espoir pour cette émission qui, je l'espère, permettra, elle ne pourra pas le permettre seule, mais elle pourra, je l'espère, aider à nous permettre de retourner vers un modèle que j'espère beaucoup plus sain à l'avenir. Cette émission sera préparée en amont, mais je ne ferai pas de travail de redécoupage, je mène d'autres projets dans cette vie. J'espère dès lors que vous pardonnerez les bégaiements, égarements, prises d'eau et de caféine lors de l'enregistrement de cette émission pour l'authenticité que cela lui apportera et qui, je l'espère, aura beaucoup à vous offrir. Plan de l'émission du jour: les profs ont-ils trop de vacances? Attaquons directement dans le vif et dans le dur du sujet. Deuxième partie, l'ouvrage de votre éducation minimum par Florac et Saint-Céran. J'ai eu peur de dire une bêtise avec les prénoms. Arnaud Florac et Romé de Saint-Céran. Voilà, j'ai bien fait de vérifier. J'ai le livre sous les yeux. Et oui, et voilà le livre. L'autre livre que je lis, mais j'en ai déjà parlé en ce moment,
et qui est juste en dessous de mon éducation minimum que j'ai sous les yeux, c'est l'Histoire de France par Jacques Bainville, pour que je sois bien plus au courant de mon histoire de France. Et j'ai même un bouquin encore plus balèze qui m'attend sur l'histoire spécifique de l'Alsace, puisqu'il faut que je sois là aussi plus au courant encore que je ne le suis déjà actuellement de l'histoire de cette magnifique, merveilleuse, splendide, éblouissante région qu'est notre Alsace. Troisième partie, nous reviendrons encore sur la quantité de vacances dont disposent les enfants de différents pays. Enfin, non, pas enfin, pénultième avant enfin, justement, la citation de la journée, ou la citation jusqu'au prochain podcast. Et nous verrons d'ailleurs quand sera ce prochain podcast, car je vais peut-être faire une petite pause avec cette période du carême. Je ferai au moins un podcast pendant le carême. J'espère en faire au moins deux, mais je vais essayer de le respecter. On en reparlera en conclusion. Je suis déjà très inactif sur les réseaux sociaux, mais je vais l'être encore davantage et les couper quasi complètement. Voilà. Et donc, dernière partie, qu'oubliais-je? Ah oui, le mot que vous allez découvrir. Et voilà les amis, nous sommes partis. What have you done this week? Sous couvert de cette petite question un peu taquine, puisque je sais que tout le monde hurle au scandale avec Donald Trump, puisque dans ce pays nous n'avons droit qu'à une version et qu'à des découpages minuscules de ce qu'il se passe dans l'actualité, et que vous n'avez droit qu'à une seule version de l'histoire. Cette petite phrase qui n'est qu'une petite pique et qui doit vous rappeler que même avec toutes les vacances que nous avons nous enseignants, ce serait quand même dommage de passer des semaines à ne rien foutre. Vous avez le droit de faire du sport, de prendre soin de votre famille, ça fait partie des choses que vous pouvez faire pendant les semaines de vacances. Voilà, petite taquinerie passée rapidement. Allez, on passe au petit débat sur la durée des vacances scolaires des enseignants en France. Voilà un débat récurrent qui soulève des questions complexes liées à l'organisation du temps scolaire, aux performances des élèves et aussi à l'impact économique sur le secteur touristique. Puisque nous rappelons que la France est l'un des pays qui se repose le plus, et ce n'est absolument pas négatif, sur son attrait touristique. Pour évidemment les étrangers, mais également pour les Français eux-mêmes qui aiment bien parcourir et arpenter leur pays. Tant qu'ils ont un minimum de pouvoir d'achat pour le faire. C'est un autre sujet. Une analyse plus ou moins approfondie de ces aspects, que nous allons comparer avec d'autres pays, nous permettra d'éclairer les enjeux et les pistes de réflexion possibles. Petite comparaison internationale des rythmes scolaires, puisque l'on entend partout que les Français, les enseignants français, les enfants français sont de grosses feignasses qui travaillent beaucoup moins que les autres. Nous allons voir tout de suite que c'est faux. En France, les élèves bénéficient de 16 semaines de vacances par an. 8 pendant les grandes vacances et 2 à chaque période de petites vacances. Répartis entre les congés d'été et les différentes pauses au cours de l'année, la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de février et celles de Pâques. Ce total place la France au 7e rang des pays européens pour la durée des vacances scolaires. Elle n'est donc pas le pays qui a le plus de vacances scolaires. À titre de comparaison, la moyenne européenne reste en dessous entre 100 et 120 jours de congés annuels, soit environ entre 14 et 17 semaines. On voit donc que finalement la France est dans la moyenne. Pour ceux qui sont bons en maths, 16 x 7 fait quoi? 70 plus 35, 105 plus 14, 119. C'est ça? C'est ça. 119 jours de vacances pour la France, donc on est dans la moyenne haute. Entre 100 et 120 jours de vacances, on est dans la moyenne haute. Comme votre testostérone en écoutant ce podcast. Petit clin d'œil encore une fois au Raptor. Certains pays comme la Norvège, les Pays-Bas et le Danemark accordent moins de 100 jours de vacances par an, avec respectivement 87 jours, soit 34 jours de moins qu'en France. Concernant la durée des journées scolaires, la France se distingue par des journées plus longues que la moyenne européenne. Cette organisation vise à compenser le nombre réduit de jours de classe dans l'année, permettant de couvrir le programme éducatif. Par exemple, en Allemagne,
Les élèves ont des journées beaucoup plus courtes, mais un nombre de jours de classe plus élevé. Et pour moi, ce serait le modèle à adopter, mais on va en reparler. Impact des vacances sur les performances des élèves en éducation prioritaire. Et malheureusement, vous allez voir tout de suite que, comme les fameuses statistiques ethniques, eh bien, ce sont des choses dont on n'a pas le droit de parler. Et c'est bien dommage, car je suis certain que des études approfondies sur ce sujet de la chute de performance des élèves en éducation prioritaire seraient fort intéressantes et fort instructives. Les longues périodes de vacances, notamment à l'été évidemment, peuvent, et même accentuent, les inégalités scolaires, en particulier pour les élèves issus de milieux défavorisés, donc souvent dans ces écoles de REP ou REP+. Une étude de la DEP, la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, a montré que bien que le niveau des élèves en mathématiques et en français reste globalement stable entre juin et septembre, l'écart entre les élèves des réseaux d'éducation prioritaire et les autres tend à s'accroître après les vacances. Cette situation s'explique par le fait que certains élèves, notamment en REP, encore une fois ce sont des statistiques, ce sont des moyennes, commencez pas à me casser les couilles, ne bénéficient pas d'un environnement propice aux apprentissages pendant les vacances. Certains ne pratiquent même pas régulièrement la langue française à l'oral ou n'ont pas accès à des activités éducatives stimulantes, ce qui peut entraîner une régression dans leurs acquis. 13% des enfants scolarisés en REP arrivent à l'école avec une concentration et des performances moindres dues à trop de temps passé devant les écrans, une mauvaise alimentation et un mauvais sommeil, puisque, encore une fois, bien souvent, ces familles-là ne sont pas au fait de ce qui est le mieux à faire pour leurs enfants, ou alors ils sont tout à fait au courant, mais ne veulent pas le faire. On ne va pas se le cacher, on ne se cache pas les choses dans cette émission. Il y a des parents qui sont réfractaires à l'école et qui ne font pas les efforts nécessaires, voire qui, pire que ça, enduisent leurs enfants avec de mauvaises pensées, entre guillemets, sur l'école, ce qui est évidemment très dommageable. Possible réduction des vacances, enjeux et perspectives. La question de la réduction des vacances scolaires, notamment estivales, est souvent évoquée comme une solution pour limiter la perte d'acquis chez les élèves vulnérables. Par exemple, réduire les grandes vacances de 2 à 3 semaines pourrait permettre de maintenir un lien pédagogique plus constant et d'éviter les ruptures dans les apprentissages. Cependant, une telle réforme aurait des implications économiques significatives, notamment pour le secteur du tourisme. Les vacances scolaires sont en effet des périodes cruciales pour les hôtels, restaurants et autres acteurs touristiques, et une diminution de la durée des congés entraînera fatalement une baisse de leur activité. Aménagement possible du temps scolaire et conditions de travail des enseignants. Si une réduction des vacances devait être envisagée, il serait essentiel de repenser l'organisation des journées scolaires en échange. Actuellement, les après-midi sont souvent chargés, ce qui peut entraîner une diminution de l'attention, surtout juste après manger, et de l'efficacité des apprentissages chez les élèves. Une réorganisation pourrait consister à concentrer les enseignements fondamentaux tels que le français, les mathématiques, l'histoire, etc. le matin lorsque l'attention des élèves est à son maximum comme le montrent les études, et à consacrer les après-midi à des activités artistiques et sportives. Cette approche est déjà mise en œuvre dans plusieurs pays où les programmes scolaires intègrent des plages horaires dédiées aux activités culturelles et physiques, contribuant ainsi à un développement harmonieux des élèves. Par ailleurs, toute modification du calendrier scolaire doit s'accompagner d'une revalorisation du statut des enseignants. Cela inclut une rémunération adaptée, une formation continue de qualité et une reconnaissance accrue de leur rôle central dans la société. Les enseignants français travaillent en moyenne plus de 43 heures par semaine selon une étude. Bon, je suis un peu sceptique. Je vous avoue que je me situe plutôt tranquillement entre 35 et 40. Pas forcément beaucoup plus. Donc j'aime mon métier et je suis très content de ce métier, bien au-delà des heures de cours devant les élèves, incluant bien entendu la préparation des cours, les corrections et les tâches administratives. Et je vous le dis, c'est pas 43 heures par semaine, 52 semaines par an, parole de prof. Hein. Soyons clairs et soyons parfaitement honnêtes là-dessus. Que voulais-je dire d'autre? Oui, par rapport aux vacances d'été, existent déjà des stages de remise à niveau
pour les élèves en difficulté ou bien les vacances apprenantes. Donc ce sont des systèmes déjà très intéressants qui, entre guillemets, réduisent les vacances pour les élèves souvent de réseaux d'éducation prioritaire, plus ou moins, et que voulais-je dire d'autre. Donc ce sont de bons systèmes qui permettent aux enseignants d'obtenir une rémunération supplémentaire, aux élèves qui en ont besoin de bénéficier d'apprentissage également supplémentaires et de projets bien souvent qui vont avec. Justement, pendant les fameuses vacances apprenantes, on est tout à fait sur ce projet de bombarder, j'aime bien ce terme, mathématiques et français le matin, et puis l'après-midi, il y a un projet soit artistique, soit sportif qui est fait avec les élèves qui sont souvent ravis. Soutien aux familles et lutte contre le décrochage pendant les vacances, on poursuit ce sujet. Pour pallier la perte de niveau, ces projets de vacances apprenantes sont mis en place. Existent aussi les stages de remise à niveau et d'autres activités éducatives pendant les congés qui ciblent, justement, je vous le disais, ces élèves en zone défavorisée. Lors de l'année scolaire 2023-2024, les chiffres montrent que 100 000 heures supplémentaires ont été allouées à ces stages pour soutenir les élèves. Cependant, ces dispositifs nécessitent l'adhésion et l'implication des familles puisque c'est sur le bon vouloir et il est donc crucial de développer des actions de sensibilisation et de soutien à destination des parents pour les encourager à valoriser l'école, à accompagner leurs enfants dans les apprentissages, y compris pendant les périodes de congé. Et je rajouterai enfin qu'il ne faut pas non plus hésiter à rentrer dans la gueule des parents qui se liguent contre l'école. Il n'est pas question de se rebeller s'il y a un certain bien fondé derrière contre l'école, contre certaines choses qui peuvent être plus ou moins discutables. Mais en revanche, si les parents avec leurs enfants dans le dos des enseignants, passent leur temps à cracher sur l'école et sur les enseignants, on ne va pas aller bien loin ni avec eux ni avec leurs élèves. Et pour les parents qui n'offrent aucun suivi, puisque l'on rappelle que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, s'ils n'ont aucun suivi de leurs enfants et aucun contact avec leurs professeurs, il faut trouver des solutions pour aussi sanctionner ces parents. N'hésitons pas à le dire. En conclusion, la question des vacances scolaires des enseignants en France est complexe et multidimensionnelle. Toute réforme en la matière doit prendre en compte les spécificités du système éducatif français, les besoins des élèves notamment les plus vulnérables, les conditions de travail des enseignants et les implications économiques pour le secteur touristique. Une approche globale et concertée s'appuyant sur des données précises et des comparaisons internationales est indispensable pour envisager des solutions équilibrées et efficaces. Abordons un superbe bouquin, votre bouquin des Castors Junior, si comme moi vous avez la référence de Donald et de ses chers jumeaux, Riri, Fifi et Loulou, et si comme moi, surtout pendant quelques années, vous vous êtes perdu dans la facilité, l'abandon et la lâcheté qui sont étroitement liés. Petit développement sur l'ouvrage Éducation minimum par Arnaud Florac et Romée de Saint-Céran. Cet ouvrage s'impose comme une lecture incontournable selon moi pour qui souhaite réhabiliter une culture générale authentique. Il est le point d'ouverture pour votre retour à la culture générale et au goût pour la culture générale. Libéré des carcans de la bien-pensance contemporaine. Conçu comme un antidote à la médiocrité ambiante, il invite à une redécouverte des fondements de la civilisation française et européenne. Arnaud Florac est un écrivain et chroniqueur français. Il contribue régulièrement à des publications telles que Boulevard Voltaire, La Furia et L'Incorrect. Son écriture se distingue par une verve mordante et un style incisif extrêmement facile à lire, abordant des sujets liés à la culture, à la société et à l'identité. Dans Éducation minimum, il signe les textes qui visent à offrir une arme d'instruction massive pour redécouvrir les richesses de la culture française. Romée de Saint-Céran est un dessinateur de presse reconnu pour ses illustrations percutantes. Il collabore avec des revues comme La Furia, L'Incorrect et Conflit, et il est également connu pour ses croquis sartoriaux, mettant en avant l'élégance vestimentaire masculine. Je vous avais déjà parlé de l'ouvrage Parisian Gentleman de Hugo Jacomet. Son style mêle classicisme et modernité, apportant une dimension visuelle forte au sujet qu'il illustre. Dans Éducation minimum, ses dessins sont ciselés et ils accompagnent les textes d'Arnaud Florac
les enrichissant plutôt l'expérience de lecture par une interprétation graphique des thèmes qui sont abordés. Ensemble, ils conçoivent ce manuel de Castor Junior, comme j'aime bien l'appeler, mêlant ainsi dictionnaire amoureux, guide de savoir-vivre et recueil de miscellanée. On aurait pu l'utiliser comme mot de la journée, mais celui-là, je vous laisse aller le chercher. Destiné à ceux qui souhaitent renouer avec les fondements de la culture française. Leur collaboration allie une plume... je me suis perdu. Une plume acérée à un coup de crayon, précis, offrant au lecteur une expérience riche et accessible de la France, de sa culture, de sa beauté et de sa grandeur. Les auteurs ont pour ambition de rétablir une base culturelle solide qu'il faut ensuite, bien entendu, consolider, en opposition à l'effacement progressif de pans entiers du savoir et de la mémoire commune. Leur approche repose sur une exigence intellectuelle et une volonté de transmission, loin des raccourcis simplificateurs et des dogmes imposés par l'idéologie dominante. Retour à la culture générale. Éducation minimum se présente comme une boussole permettant de retrouver le Nord et les repères notamment d'une culture générale française aujourd'hui menacée. Loin de se limiter à une simple liste de savoirs académiques, il met en valeur les grandes œuvres littéraires, philosophiques et historiques qui ont fondé la pensée française et même européenne un peu plus largement. Ce livre redonne une place de choix à des auteurs injustement oubliés ou occultés par le discours officiel, parmi lesquels Dominique Vénère, penseur de l'enracinement et de la mémoire, qui s'est suicidé à Notre-Dame, dont je tiens l'une des plus belles citations: la nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Ça m'étonnerait qu'il ait dit but, pardon, ça doit être comme l'excellence comme objectif. Je dis peut-être une bêtise, pardon, cette citation, je l'ai de tête pourtant. Je m'excuse. Ils abordent également les portraits de Bertrand du Guesclin, de Roland ou encore de Hannah Arendt, une femme libre et puissante dont l'analyse du totalitarisme résonne fortement aujourd'hui, sauf qu'il n'est pas forcément là où vous le croyez, et c'est bien là que réside le génie de notre système. Lorsqu'on analyse les discours journalistiques, les character assassination, pour utiliser un anglicisme d'enfoiré, dont certains sont victimes et qui n'ont donc pas le droit à la parole et pas le droit au chapitre. On retrouve également Georges Bernanos fustigeant la décadence moderne, fustigeant déjà en son temps la décadence moderne, homme qui n'a pas dévié de sa ligne, ce qui est déjà plus que respectable en soi, qui a brillamment servi lors de la guerre de 14, ce qui déjà impose le respect, et prévoit, bien avant l'heure, dans La France des robots... Arrête de klaxonner, salopio. Il prévoit déjà donc dans son ouvrage La France des robots, votre fichage universel, la réduction de votre âme, comme la médiocrité de l'homme moderne. Il est intransigeant, courageux, véhément, tout en étant chrétien, charitable, tendre, miséricordieux et humble. Bien évidemment, il parle d'Alexandre Dumas, l'incarnation du souffle épique et populaire de la littérature française. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'Alexandre Dumas et des mousquetaires ? Ah, peut-être qu'il faudra que j'en reparle. Il remet aussi De Gaulle dans un contexte plus complexe que la soupe vendue par tous les gaullistes de droite et de gauche, d'un homme qui a eu ses moments de grandeur, bien entendu, mais aussi de lâcheté et d'amitié avec un certain Pétain, qu'il a laissé assumer seul la période vichiste, quand encore une fois l'histoire est plus complexe que la résumer simplement à Pétain n'était qu'une ordure. Il rappelle enfin que la résistance était de droite, et ça, c'est essentiel. Puis-je rappeler au passage également que la colonisation est de gauche. Revalorisation des bases chrétiennes. L'un des apports fondamentaux de l'ouvrage réside dans la réhabilitation des racines chrétiennes de la civilisation française. Il fait même démarrer le bordel un vendredi 13 de 1313. Non, c'est pas vrai. Jacques de Molay est immolé en 1314, mais c'était bien plus marquant ainsi. Vendredi 13 de 1313 du 13e mois de l'année. Bien sûr, le 13e mois que vous percevez sur votre salaire. Ou pas. Dans un contexte où ces fondements sont de plus en plus passés sous silence, Éducation minimum rappelle leur rôle central dans le développement de la pensée, des arts et des institutions occidentales. Plutôt que de renier cet héritage, les auteurs proposent de le comprendre dans toute sa richesse et sa complexité. Petit mot, n'hésitez pas à aller découvrir la messe en latin, ça peut changer une vie. Je vous laisse ça là. Un combat contre la pensée unique.
Ce n'est pas un manuel scolaire, cet ouvrage se positionne comme un acte de résistance culturelle. Il refuse la soumission à la doxa, redonne aux lecteurs des armes intellectuelles pour penser par eux-mêmes et pour penser déjà. En mettant en lumière les omissions volontaires du discours officiel, il invite à une réévaluation critique des récits dominants et n'oublie pas de vous rappeler l'importance également non pas de connaître uniquement les grandes figures, mais aussi de penser en tout temps à votre élégance vestimentaire, dans votre tenue, dans votre langage, dans le langage que vous employez chaque jour. Est-ce que vous parlez comme des, je suis désolé pour les termes familiers que je laisse échapper de ma bouche, comme des wesh, ou bien êtes-vous en mesure de vous exprimer de manière soutenue? Ne pas accepter l'affaissement physique, une de mes citations favorites de cet ouvrage est, donc je cite, la défaite physique est le début de la défaite morale. Plus simplement, les gens ont bien souvent le physique de leurs idées, vous l'avez déjà entendu. Et cet ouvrage fustige de manière bien générale le laisser-aller ambiant. Moi, j'irai beaucoup plus loin, vous savez que mon adversaire principal, c'est le nihilisme ambiant dans ce pays, qui est une catastrophe. Retour à la fierté que nous devons avoir à chaque fois que nous parlons de notre superbe pays. Pardon pour l'anglicisme, celui qui de tous a remporté le plus de batailles, et il vous faut en être fier, vous en souvenir, ne pas hésiter à le mythifier. Le roman national doit être su et porté haut. N'oubliez jamais le corps de Roland. Encore une fois, c'est votre bouquin de Castor Junior, parce que oui, j'ai grandi avec Picsou. Ainsi, Éducation Minimum remet au centre du débat des figures et des thématiques délibérément marginalisées, offrant une perspective à contre-courant et salutaire. Son style accessible permet une lecture aisée, tout en assurant une réflexion profonde. En cela, il constitue un outil précieux pour quiconque refuse l'appauvrissement culturel et souhaite retrouver le chemin d'une culture vivante et enracinée. Enfin, je ne pouvais terminer sans tirer mon chapeau, même mon cœur, à ce bouquin, à ce livre, à cet ouvrage, car je lui dois mon retour à un cheminement long et encore en cours, à la foi chrétienne. Tout ça grâce à une phrase que je cite: « Nous sommes français sur un territoire qui a été façonné par le catholicisme, fidélité, lien et en bout de chaîne, grâce divine de croire vraiment, devrait nous pousser à faire ce simple pas. » Fin de citation. Cette citation a été un bouleversement pour moi, me permettant enfin de comprendre que la foi est un effort et certainement pas l'attente béate d'une illumination ou d'une révélation, et doit faire partie de l'ensemble de votre discipline et du respect que vous devez avoir pour vos racines, ancêtres. Mettez le terme synonyme que vous voulez derrière à la fin de cette phrase. Enfin, n'oubliez pas, je vous ai dit de vous couper des nouvelles, car râler seul n'est rien. Dernière citation tirée de cet ouvrage, je cite: « S'opposer à la déconstruction n'est rien si on ne commence pas par se reconstruire. » Pardon, la citation c'est, je cite, « S'opposer à la déconstruction n'est rien si on ne commence pas par se... » Ah, je vais y arriver. Donc, dans cette citation tirée de l'ouvrage, il n'y a pas le se, S-E, d'accord? Donc ça donne s'opposer à la déconstruction n'est rien si on ne commence pas par reconstruire. Et je trouve justement que c'est mieux en rajoutant le se, S-E, pour que ça donne s'opposer à la déconstruction n'est rien si on ne commence pas par se reconstruire. Commencez par vous, avant que de pointer du doigt les autres. Vous l'avez déjà entendu bien des fois ici. Point de misérabilisme si vous avez une éducation minimum. La magie du montage fait que vous n'avez rien entendu, mais je sors de la salle de sport, je suis donc en pleine forme. Troisième partie, vous savez que j'aime bien faire ça, petit retour sur la première partie et un nouvel article sur les vacances des enseignants. Des études scientifiques ont mis en évidence que les longues vacances d'été peuvent accentuer les inégalités scolaires, notamment pour les élèves, on le disait tout à l'heure, mais c'est comme ça que ça rentre. L'enseignement, c'est la répétition, et l'intelligence, c'est l'adaptation. Donc, pour les élèves issus de milieux défavorisés, comme ceux scolarisés en REP ou REP+. Une note d'information de l'ADEPE, dont je parlais déjà tout à l'heure encore une fois, publiée en avril 2023, souligne que bien que l'année de CP contribue à réduire les écarts de performance entre les secteurs de scolarisation, parce que là encore,
sans du tout dénigrer la maternelle, mais la maternelle seule, entre les familles qui font beaucoup pour leurs enfants en dehors de l'enseignement dispensé en maternelle et ceux qui se contentent, là encore entre guillemets, de cet enseignement-là, effectivement, il y a déjà des écarts très importants à l'arrivée au CP. Donc cette étude indique que l'année de CP contribue à réduire les écarts de performance entre les secteurs de scolarisation, en remettant un peu plus à plat les performances diverses. Les vacances estivales, elles, tendent à les accentuer. Par exemple, en mathématiques, le niveau des élèves scolarisés hors éducation prioritaire augmente entre la fin du CP et le début du CE1, tandis que celui des élèves en éducation prioritaire reste stable, voire diminue après le passage des vacances d'été selon les exercices. Et ça, je ne le sors pas de mon cul, je le sors de l'ADEP, pas de jeu de mots, et d'un article tiré directement de education.gouv. Donc je suis totalement dans mes clous, dans mes passages cloutés, n'est-ce pas? Cette situation s'explique en partie par le fait que pendant les vacances, les élèves issus de milieux favorisés ont davantage accès à des activités éducatives et culturelles, en ayant un pouvoir d'achat supérieur et des connaissances un peu plus grandes de la part de leurs parents du système et de ce qui va aider les enfants à développer leur culture notamment, mais ça ne se sort pas du cul et c'est très bien de la part de ces parents-là de faire cet effort-là, puisque c'est un effort, et à un moment la redistribution, comme disait je ne sais plus qui, s'arrête aux portes de la salle, hein, je ne redistribue pas les pompes que je fais, ça tombe bien puisque je sors de la salle de sport. Donc ça, pas de redistribution, heureusement. Donc, les élèves issus de milieux favorisés ont davantage accès à des activités éducatives et culturelles, disais-je, ce qui leur permet de consolider et d'enrichir leurs acquis. A l'inverse, les élèves de milieux moins favorisés disposent de moins de ressources et d'opportunités pour maintenir leur niveau scolaire, ce qui conduit à un creusement des écarts à la rentrée, mais ce n'est pas le sort qui est seul responsable, hein, encore une fois, parce que là, quand je lis... ça est tiré d'un article du Monde, on a l'impression que on n'y peut rien et que c'est comme ça. Non, non, les parents, qu'ils soient issus de l'immigration, moins fortunés que d'autres, non, la France est tellement riche de patrimoine et de culture que vous n'avez aucune excuse. Je suis bien placé pour le savoir, vivant actuellement dans un petit village, tellement riche historiquement et plein de monuments, plein d'endroits, plein de lieux, plein de connaissances sont disponibles absolument gratuitement. Et aujourd'hui, avec l'outil formidable que peut être Internet, ces familles-là n'ont pas d'excuses. Voire, et je le maintiens, devraient être sanctionnées pour manquement à l'éducation. Et encore une fois, ça aussi je le répète quasiment à tous les épisodes désormais, cela devient l'un de mes mojo principaux. La santé d'un pays se mesure à la santé qu'elle accorde à sa jeunesse, et du coup, ça pue. Bien qu'il n'existe pas d'article scientifique spécifique mesurant plus encore la perte de niveau scolaire durant ces 2 mois de grandes vacances, spécifiquement en REP et REP+, il serait tout à fait pertinent de mener des recherches ciblées sur ce sujet. Par exemple, évaluer l'affluence en lecture chez les élèves de cycle 2, c'est-à-dire CP, CE1, CE2, juste avant la période de grandes vacances, pour quantifier précisément le nombre de mots lus par minute, hein, c'est souvent ce que l'on prend comme indicateur absolument précis, puis le remesurer, pareil, dans la semaine de rentrée ou la deuxième semaine de rentrée, tout de suite pour voir si il y a une chute particulière du niveau de ces élèves en REP ou REP+, ou des écoles entre guillemets normales. Je vais arrêter de dire entre guillemets, vous êtes intelligents, vous ne faites pas partie de ceux qui cherchent à nuire en permanence et à commenter tout négativement en permanence. Une telle étude ne relèverait pas uniquement de statistiques ethniques. Là n'est absolument pas la question, je pense ne jamais avoir donné de grain à moudre là-dessus lors d'un quelconque épisode, car ce n'est absolument pas ma vision des choses. J'ai déjà dit que la communauté à créer, c'est une communauté de valeurs et de vertus communes, et certainement pas autre chose, mais cette étude viserait en revanche à comprendre les dynamiques éducatives pour mieux adapter les politiques scolaires
et je le redis aussi, être là si nécessaire pour sanctionner les parents pour manquement, voire pourquoi pas les gouvernements pour manquement à l'éducation des enfants ou les mères sur les mères MAIRES pour manquement de moyens donnés à leur ville pour des villes qui auraient besoin peut-être de plus de moyens que d'autres. Je suis absolument pas contre ça. Par contre, on se sort les doigts du cul. Il est essentiel de reconnaître que la responsabilité de la progression et de la régression des élèves ne repose pas uniquement sur les enseignants. Parole de prof. Les familles jouent un rôle crucial dans le soutien aux apprentissages, notamment pendant ces périodes de congés. Et évidemment, même en dehors avec les devoirs qui sont... on a tellement voulu aplanir les différences selon les milieux sociaux que je vous signale que les devoirs uniquement à l'école primaire, il me semble, sont interdits. Les devoirs écrits sont interdits depuis, si ma mémoire de concours est bonne, depuis 1956. C'est ridicule, et de toute façon, ce n'est pas respecté, donc c'est complètement con. Effectivement, les devoirs augmentent les écarts de niveau, mais c'est comme ça. Et encore une fois, plutôt que de chercher le nivellement par le bas, il faut... dire à ceux qui n'en font pas assez qu'il faut qu'ils en fassent bien davantage. Pour les parents qui, pour diverses raisons, donc, ne parviennent pas à accompagner efficacement leurs enfants, des solutions doivent être envisagées. Programmes de soutien pendant les vacances, mise en place de stages de réussite, d'ateliers éducatifs gratuits, vacances apprenantes, vous appelez ça comme vous voulez. À coût réduit pour ces familles-là, je n'ai aucun souci avec ça. Destinés à ces élèves qui en veulent et qui nécessitent un accompagnement supplémentaire. Alors des élèves qui en veulent, mais peut-être aussi même ceux qui n'en veulent pas si leurs résultats scolaires ne sont pas satisfaisants. On parlait à l'épisode précédent de l'intérêt du service militaire et de rapprocher un peu l'éducation nationale du point de vue du point militaire. Sensibilisation et formation des parents, je reviens encore dessus, organisation de sessions d'information pour aider les parents à comprendre l'importance, l'obligation de leur implication et leur fournir en revanche, des outils adaptés pour soutenir les apprentissages à la maison et leur donner des clés de compréhension aussi du système éducatif français qui est parfois très difficile à comprendre pour des familles qui n'en sont pas issues ou qui ont parfois un très mauvais souvenir de l'école française. Il faut dépasser tout cela. Partenariat avec des associations, collaboration avec des organisations locales, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques ou autres, pour proposer des activités accessibles à tous. Au-delà donc des apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter. En parallèle, il serait judicieux de repenser l'organisation du temps scolaire et des vacances, des journées moins chargées avec une concentration des enseignements fondamentaux le matin, une période où l'attention des élèves est optimale, et des après-midi, elles, dédiées à des activités artistiques, culturelles, sportives. Cela serait parfaitement bénéfique selon moi et nécessiterait des études plus approfondies. Cette approche est déjà adoptée dans plusieurs pays et contribue à un meilleur équilibre entre apprentissages académiques et épanouissement personnel dont nous avons bien assez parlé dans d'autres épisodes. Toutefois, une telle réorganisation nécessiterait une revalorisation du statut des enseignants, incluant une rémunération adéquate, une formation continue de qualité et une reconnaissance accrue de leur rôle central dans la société. En conclusion, bien que des études existent sur l'impact des vacances estivales sur les inégalités scolaires, il serait pertinent de mener des recherches spécifiques sur les élèves en REP et REP+, pour adapter au mieux les politiques éducatives et soutenir efficacement les familles dans l'accompagnement des apprentissages. Votre citation du jour. Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Quoi de mieux en ce premier jour de carême que de vous proposer une citation tirée de l'évangile selon saint Matthieu, qui me semble d'une actualité brûlante pour notre France contemporaine. Elle nous rappelle à tous une vérité immuable. Une nation qui se fracture, qui se déchire en luttes internes incessantes, est condamnée à l'affaissement, à l'affaiblissement, voire à la disparition complète. Or, aujourd'hui, notre pays semble s'enfoncer dans cette spirale de division et de méfiance généralisée dans la zizanie dont je parlais déjà à l'épisode précédent, menaçant l'unité et la grandeur qui fut celle de la France. Une société rongée
par la discorde. Jamais la France n'a semblé aussi fragmentée. À droite comme à gauche, le dialogue est devenu impossible, pitoyable. Chaque camp rejetant systématiquement l'autre, incapable de débattre avec quelconque hauteur et respect. Les débats politiques ne sont plus des échanges d'idées destinés à faire avancer, mais des affrontements où le but est d'écraser l'adversaire à coups d'insultes, d'invectives et d'un manque total d'élégance. La méfiance s'est installée à tous les niveaux, empêchant toute construction commune. Les générations elles-mêmes ne se comprennent plus. Ainsi les jeunes et les anciens vivent dans des réalités parallèles, l'un méprisant l'autre et inversement. La transmission des valeurs et de l'expérience est rompue, chacun restant campé sur ses positions sans chercher à comprendre l'autre. L'individualisme et le repli sur soi empêchent tout projet collectif durable. Une méfiance exacerbée envers les élites de part et d'autre, la défiance envers ces élites politiques, médiatiques, économiques atteint un paroxysme inquiétant. Pardon. Ces dernières, par leur cynisme et leur mépris affiché du peuple, portent une grande responsabilité dans cette situation. Mais comment respecter une classe dirigeante dont la seule préoccupation semble être de préserver ses privilèges et d'alimenter un spectacle médiatique pitoyable? Cette méfiance, bien que légitime aujourd'hui, a cependant pour effet pervers de créer un vide de confiance et d'autorité. Or, une nation qui ne croit plus en ses dirigeants, qui rejette tout cadre institutionnel, devient ingouvernable et vulnérable aux manipulations quelles qu'elles soient. Le chaos profite toujours aux plus cyniques et aux plus opportunistes. La déshumanisation du lien social depuis la crise du Covid notamment, la France a perdu quelque chose de fondamental, le contact humain. La peur a pris le pas sur la convivialité, la méfiance s'est installée dans les rapports sociaux et la solitude s'est accentuée. Plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce qui fait la force d'un peuple, l'échange, le dialogue, la solidarité, véritable, encore une fois, celle envers le prochain, pour rester dans le vocabulaire biblique, religieux, appelez ça comme vous voulez, plutôt que le pseudo-amour envers le lointain, qui est bien plus facile, qui rapporte bien plus aujourd'hui et qui demande bien moins d'efforts. Mais cela ne pourra se faire sans un sursaut collectif, un retour à des valeurs élevées. Notre France a besoin de retrouver le goût de l'élévation spirituelle, physique et intellectuelle, toutes ces qualités étant liées. Rappelons-le encore une fois, nous devons apprendre à débattre avec respect, calme, sérénité, intelligence, à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes en tout temps, que ce soit par notre langage, notre tenue, notre attitude, ce à quoi nous enjoignait déjà l'ouvrage Éducation minimum. La politesse, la prestance, la culture ne sont pas des archaïsmes, mais des piliers de la civilisation. Et pour citer à nouveau Hugo Jacomet, l'élégance est une politesse faite à l'autre. Il n'est absolument pas question de se la péter devant les autres pour parler très vulgairement, très familièrement, mais cette élégance, qu'elle soit vestimentaire ou en parole comme en acte, c'est une politesse que vous faites à votre prochain. Un retour nécessaire à l'histoire et aux racines. Comment espérer l'unité sans mémoire commune? Pendant 1500 ans, la France a été façonnée par le christianisme, n'en déplaise à certains, qui lui a donné sa structure morale, son art, sa grandeur intellectuelle et politique. Or, cet héritage est aujourd'hui nié, bafoué, relégué au second plan, comme s'il s'agissait d'une parenthèse gênante. Pourtant, on ne peut construire un avenir solide sans assumer son passé. Ce n'est point être passéiste que de se rappeler que la France a été chrétienne, que son identité s'est nourrie de cette foi et de ses valeurs. C'est au contraire refuser l'oubli et l'errance identitaire. J'essaye de retrouver de mémoire, pareil, une de mes citations favorites. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu, par Gustave Malheur, si je ne me trompe pas. L'histoire de France, dans toute sa richesse, doit redevenir un socle national, un ciment unificateur. Sans cela, nous serons détruits de l'intérieur bien avant de l'être de l'extérieur. J'ai déjà dit que notre ennemi principal actuel, de très loin, il est intérieur. D'où l'intérêt de commencer par se changer soi-même
avant que de prétendre changer les autres. Tout est lié. Les divisions régionales identitaires idéologiques finiront par nous submerger si nous ne réapprenons pas à nous considérer d'abord comme Français, avant toute autre appartenance secondaire. Je suis Français avant d'être Alsacien. Conclusion, l'unité plutôt que l'éclatement. Un pays qui se divise se condamne à la ruine. La France a toujours le choix. Poursuivre sur la voie de la fragmentation et du rejet de soi. Ou alors renouer avec ce qui a fait sa force pendant des siècles. L'unité, la grandeur, la transmission et la foi en une culture partagée. Saint Matthieu nous avertit, si nous continuons à nous diviser, nous nous condamnerons nous-mêmes à devenir un désert. Et c'est déjà le cas à l'intérieur de certains habitants de ce pays, qui sont des déserts ou des zombies, appelez cela comme vous voulez. Cela, CEUX-L, accent grave. Enfin, A, accent grave. Bref, voilà pour la leçon d'orthographe du jour. Si nous retrouvons le goût de l'unité et de l'élévation, alors peut-être, alors seulement, pourrons-nous écrire un nouveau chapitre qui sera digne de la grande histoire de France. Faut pas me laisser choir, serre bien les mâchoires. Pour votre nouveau mot du jour, faut-il que je vous fasse un rappel de la chanson Mon Dernier Espoir, qui contient aussi le verbe choir. Et au futur, qu'est-ce que cela donne ? Laisse la bobinette et la chevillette, cher rat. Voilà, votre mot du jour. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Ah, je fais référence à la réplique où notre cher Cyrano emploie le mot bélître, qui se trouve juste avant sa fameuse tirade du nez, et où Cyrano interpelle son adversaire en lui lançant un sot eut à peu près votre air en disant cela, mais tel que, sans savoir rien, vous eûtes avec un bélître. Puis l'autre décontenancé répond « Qu'est-ce à dire que ceci ?» Et Cyrano implacable « C'est le titre. » Un instant de génie théâtral où il humilie son opposant avec une verve absolument incomparable, à part avec un certain Papacito, avant même d'entamer son feu d'artifice verbal. Dans le film avec notre grand Depardieu, cette réplique intervient juste avant l'explosion verbale de Cyrano. Il lance ainsi un cinglant bélître et son adversaire médusé bredouille. Qu'est-ce à dire que ceci ? Ce à quoi Cyrano réplique avec superbe, c'est le titre. En une syllabe, tout est dit, bélître, c'est l'annonce du spectacle, le coup de clairon avant la charge, la mise en bouche avant le festin verbal. Cyrano, en maître absolu du verbe et de la posture, désarme d'un mot avant d'embrocher d'une tirade. Là où d'autres auraient dégainé leur lame, lui dégoupille une explosion d'esprit. Comme quoi la lame n'est pas forcément à votre côté, elle peut être au fond de votre glotte. Que retenir de ceci ? Face à la médiocrité, répondons avec panache. Contre les esprits ternes et sans éclat, l'arme du mot bien frappé vaut tous les duels. N'oubliez pas que les duels étant interdits, il y a 2 fois du courage à se battre. Merci, Alexandre Dumas. Alors si un jour on vous assène une insulte pauvre et sans saveur, ripostez avec un éclatant bélître et attendez que le malotru bafouille avant de donner le véritable coup de grâce. Ce mot claque comme un soufflet, il fuse comme une estocade, bélître, maraud, faquin, cuistre, avorton d'esprit et gueux de langage. Ce terme tout droit sorti de la rapière acérée d'un XVIIe siècle grand et lumineux désigne un homme sans valeur, un misérable, un fainéant sans envergure. Edmond de Rostand dans son Cyrano de Bergerac le jette ainsi comme une gifle. Dans la fameuse tirade du nez, bélître, avez-vous du cœur demande-t-il à l'adversaire timoré, le défiant de répondre autrement que par la platitude d'une insulte chétive. Vous avez un nez. Un nez très gros. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Eh oui, un bélître, c'est l'antithèse de Cyrano, là où l'un est panache et verve, l'autre est bassesse et indigence d'esprit. Ainsi lançons ce mot comme une botte de maître, roulons-le dans la bouche avec gourmandise, et si l'on nous insulte sans style, répliquons avec panache, bélître, vous manquez décidément bien d'imagination. Merci d'avoir écouté ce podcast. Juste avant de conclure, je répète qu'avec la période de carême, je vais me couper un peu des réseaux sociaux. Donc, inutile de m'y suivre.
Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, j'ai parfois l'impression lorsque je me réécoute, non par plaisir d'écouter ma voix suave, n'est-ce pas? Mais de voir plutôt quel point, sur quel point progresser, notamment justement en me débarrassant de manière définitive des quelques scories verbales qu'il peut me rester. Je travaille dessus, ne vous inquiétez point. Que vous dire d'autre? J'ai parfois le sentiment, lorsque j'y réécoute donc, de ne pas aller suffisamment en profondeur dans certains sujets. Mais écoutez, peut-être que sur certains sujets, nous ferons, si un jour ce podcast a une audience un peu plus large, nous ferons un revamp, pour réutiliser un anglicisme d'enfoiré, de certains épisodes afin d'aller plus en profondeur et plus longuement dans certains des sujets que je travaillerai encore davantage. Mais écoutez, je pense qu'il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été traités et je pense qu'on ne peut tout de même pas dire de manière superficielle. Peut-être que ça manque de profondeur par rapport à ce que cela pourrait avoir. Mais il me semble que ces sujets sont déjà bien débroussaillés. Comme les sourcils de je ne sais plus qui, de gros sourcils d'ailleurs. J'avais entendu ça en revoyant une série de jeunesse Naruto que apparemment, enfin en tout cas dans cette série d'animation Naruto, le L de sourcil n'est pas prononcé. Moi j'ai toujours dit des sourcils, mais écoutez, si vous voulez lancer le débat, dit-on des sourcils ou des sourcils, vous pouvez, tout comme on avait fait le débat sur aiguisage d'un couteau ou bien aiguisage d'un couteau. C'est fort intéressant. Parents, comme d'habitude, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, le temps d'activité physique qu'ils peuvent pratiquer au cours d'une semaine, de communiquer avec leurs enseignants. Notre rôle à nous, il est bon de le rappeler, c'est d'aider à la formation des valeurs saines, naturelles, la curiosité en premier lieu. Plus tard, ils feront leur choix personnel en responsabilité avec la base solide que nous leur aurons ensemble inculquée avec l'ensemble de la communauté éducative, avec leur esprit critique affûté comme une lame de rasoir. Mais l'un de nos nombreux rôles, c'est de protéger l'innocence de l'enfance. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents, de l'ensemble de la communauté éducative. Enfin, notre plus bel objectif, apprenons-leur à savoir devenir. Retrouvons une communauté éducative soudée, cessons avant tout de nous tirer les pattes, nous valons mieux que cela et refaisons société ensemble. A plus.